Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va rencontrer quelqu'un d'incroyable qui adore bousculer les monopoles et les règles établies. Elle s'appelle Rachel Picard et elle veut juste concurrencer la SNCF. Un Paris-Bordeaux, un vendredi après-midi, il y a 20 000 € de péage. Vous mettez 500 personnes dans un train, ça fait 40 € par personne et vous n'avez pas payé le train, pas payé le conducteur, enfin rien, que le péage. Et a même levé la somme astronomique d'1 milliard d'euros pour parvenir à ses fins, acheter 12 TGV dernier cri et lancer la marque Velvet. Et c'est pas parce que ça n'a jamais été fait que c'est pas possible en fait. Et donc la seule question c'est comment je fais pour que ça fonctionne. Voilà, je vous souhaite une excellente émission à tous. Évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne de Bold, c'est hyper important pour l'équipe. Très bonne émission. Bonjour Rachel Picard. Bonjour Antoine. Alors, est-ce que grâce à vous, le TGV va coûter moins cher ? Alors, grâce à nous, déjà, on va trouver des places de train là où c'est c'est direct, difficile aujourd'hui. Et de fait, forcément, ça sera un peu moins cher parce que s'il y a plus de places, il y a moins de tension sur les prix. Alors, c'est la question évidemment que tout le monde se pose quand ceux qui vont cliquer en tout cas sur la vidéo. Est-ce que ça va coûter moins cher ? D'ailleurs, pas forcément, en tout cas ce que vous dites, on va essayer parce qu'il y aura plus de place. Mais est-ce qu'on pourrait d'abord expliquer ce qu'il y a dans le prix d'un billet de train et pourquoi ça coûte aussi cher aujourd'hui quand on prend le TGV ? Alors, dans un billet de train, il y a d'abord le prix du péage. C'est-à-dire combien je paye pour faire circuler mon petit mobile, mon train, sur les rails de SNCF. Donc. Comme quand je suis en voiture, que je prends l'autoroute. Exactement. Il y a des péages. Exactement. Alors, c'est évidemment tout le train. Qu'il y ait une personne ou 500 dans le train, c'est le même prix. Et si vous voulez un prix, un exemple, un Paris-Bordeaux, un vendredi après-midi, il y a 20 000 € de péage. Vous mettez 500 personnes dans un train, ça fait 40 € par personne et vous n'avez pas payé le train, pas payé le conducteur, enfin rien, que le péage. Ok, donc c'est quoi ? C'est 30% du prix ? C'est 60% du coût. 60% du prix, pas du coût d'un billet ? Du coût d'un billet ? Non. Du coût pour l'opérateur. Ok, mais pour un billet, ça dépend après. En fait, ça dépend après du ouais, effectivement. Et puis, si vous voulez, il y en a qui achètent un billet à moins cher que 40 €. Donc, cela, en fait, c'est presque négatif. Puis, il y a ceux qui ont plus les business, etc., qui achètent au dernier moment, qui payent un peu plus cher, qui montent en première. Donc, c'est ce mélange-là, ce mix-là, qui fait qu'in fine, 60% de tout ce que ça coûte de faire rouler ce train, c'est le prix des péages. Ouais. Ok. Alors, de quelle manière Velvet pourrait permettre justement de faire baisser ce coût ? Et est-ce que c'est l'idée de base ? À la base, le train, c'est vraiment un transport de masse. C'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup de gens dans un train. Et c'est comme ça qu'on peut faire baisser le coût pour chacun. Finalement, c'est de partager, c'est du collectif. Donc, on fait des trains, c'est pour ça qu'ils ont 2 étages. Comme ça, on met un peu plus de gens, plus de monde. C'est pour ça que dans les futurs trains qu'on a achetés, nous, parce qu'on a signé une commande à Alstom l'année dernière, donc de 12 magnifiques trains grande vitesse flambant neufs. On a pu voir les premières images. On a vu les premières images de la loco, de la motrice, comme on dit. Et on verra les trains en complet, là, début du 2e trimestre. Okay. La clé, c'est de mettre beaucoup de gens dans les trains. Et donc, on a 2 niveaux parce qu'on met plus de sièges. On a des trains avec des motrices, des locaux qui sont plus petites. Donc, il y a plus de place pour les voyageurs. Et donc, je partage finalement le même coût avec plus de gens. Donc, ça, c'est assez basique. Et après, il faut aller chercher des clients, en fait. C'est-à-dire qu'il faut amener des gens au train. C'est la fameuse dynamique offre-demande. Je rajoute de l'offre, je donne du choix, je donne plus de fréquences aux voyageurs, je leur fais d'autres propositions. Moi, je vais aller chercher en complément de SNCF des clients qui sont différents. Par exemple, les plus jeunes. Oui, bien sûr. Et donc, tout ça va s'additionner. Et puis, in fine, ça crée plus de dynamique autour du train. Alors, est-ce qu'il y a une offre particulière ? Est-ce qu'en gros, comment Velvet va se positionner d'un point de vue marketing pour être différenciant de la SNCF, de Ouigo et aussi des prochains concurrents qui vont peut-être venir ? D'abord, il y a plein de choses qu'on ne dit pas, parce que la concurrence, c'est ça. Okay. Et donc, on ne dévoile pas en avance ce qu'on va faire, parce que sinon, tout le monde va le copier. Okay. Donc, malheureusement, qui c'est tout le monde ? Plein de choses. Tout le monde, c'est la SNCF, en l'occurrence. Surtout la SNCF. Bien sûr. Pour l'instant, voilà, mais ça peut être d'autres aussi. Mais en l'occurrence, en face à face sur Paris-Bordeaux, puisque c'est ça qui nous intéresse là, c'est à ce stade la SNCF. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Après, dès qu'on met une offre qui est différente, c'est-à-dire que nous, on est petits. La SNCF, c'est 380 TGV. Nous, on en a acheté 12.
on est tout petit. Bien sûr, par rapport à SNCF, Donc, c'est on est très ancré dans la région. On a notre centre de maintenance qui est à Bordeaux. Ok. Donc, on aura des équipes qui seront vraiment à Bordeaux. Oui, parce que pour le rappeler, Velvet, vous, c'est surtout ces lignes atlantiques. C'est Paris, Angers, Nantes, Paris, Rennes, Paris, Bordeaux. Exactement. Ok. Ouais. Donc, Angers, Nantes, Rennes et Bordeaux. Et Bordeaux, c'est vraiment notre cœur d'opération. Ok. C'est là que les trains sont nettoyés, soignés tous les soirs, entretenus Chouchoutés. et donc chouchoutés, c'est ça. Et pourquoi vous avez décidé de faire cette partie atlantique? Ça aurait pu être sur du Paris-Lyon, sur du Paris-Marseille, Avignon, Marseille et autres. Bon, d'abord parce que c'est magnifique l'Atlantique. C'est vrai? C'est pour cette raison-là? Bah oui, voilà, que ça. Je n'y crois pas une seconde. Mince. Bah, c'est quand même vrai. Oui, c'est vrai. C'est très, très vrai. Non, en plus de ça, c'est hyper dynamique. Tout l'ouest de la France est hyper dynamique. Toutes les grandes villes, toutes les études le disent. L'effet grande vitesse est encore en train de se propager, puisque il y a toute une partie de la ligne à grande vitesse qui est assez neuve, en fait. C'est neuf quand on a le référentiel ferroviaire qui est sur des dizaines d'années. Donc nous, quand on achète des trains, c'est pour 30 ans. Donc on se met dans une perspective de qu'est-ce qui va se passer, quelle est la dynamique économique, démographique, et puis un peu quels sont les flux à venir. L'autre point, c'est qu'on est sur des régions où il y a beaucoup de flux business entre Paris et les grandes villes. Donc entre Paris-Nantes, Paris-Rennes, Paris-Bordeaux. Voilà, Paris-Nantes, Rennes et Bordeaux et Angers. Donc il y a du flux business et il y a aussi du flux loisirs. Donc le flux business, c'est une clientèle en gros qui travaille à Paris ou qui a besoin d'aller sur Paris pour le boulot. Exactement, des Ok, gens qui vont en rendez-vous pour une journée, surtout, pour 2 journées. Alors ça, quelque chose ça d'hybride devient en tout cas. hybride en fait un Ouais, peu, c'est ça, mais bien sûr. à la base, c'était plutôt des allers-retours dans la journée, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, ou pour 2 jours, je cumule mes rendez-vous, etc. Ce qu'on a vu se développer avec le télétravail, et puis depuis le Covid, c'est un peu les bilocalisations. Et en particulier sur la côte atlantique aussi. Ok. Il y aurait des gens qui habitent Rennes, qui du coup vont à Paris 3 jours par semaine, des gens qui sont entre Nantes et puis Paris, des entreprises qui ont 2 sièges sociaux ou qui ont vraiment 2 pattes en fait, des modèles hybrides. Rennes, et Bordeaux qui est à 2 heures maintenant de Paris, bien sûr. qui est sur un formidable développement, que ce soit la ville, la région, la métropole, enfin il suffit de se balader dans les rues pour voir. Donc tout ça, ça crée de la demande de mobilité, de transport. Ouais. Le TGV en 2 heures, évidemment, c'est imbattable. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un manque de capacité. C'est-à-dire qu'il manque des places. Et puis après, donc, quand vous avez la clientèle business qui fait la semaine, je schématise, mais le télétravail qui fait 2 fois par semaine, et puis le week-end, quand vous êtes sur des destinations touristiques, comme ici, comme donc, Angers, Nantes ou Rennes, et du coup, vous avez aussi entre guillemets, des touristes ou des gens qui vont visiter leur famille, etc. Donc, du coup, vous arrivez à équilibrer et à remplir, encore une fois, chaque train, mais aussi tous les trains. Oui, bien sûr. Parce que c'est ça la clé, c'est de ne pas avoir qu'il y aurait une double crise creux. capacitaire aujourd'hui, à la fois de plus en plus de touristes, ou pour des raisons touristiques, de gens qui viennent dans cette partie atlantique, mais aussi pour le travail. Complètement. Et ça, c'est structurel, c'est-à-dire que le tourisme j'appelle ça de proximité. Ouais. Par rapport à je Bien voyage sûr. en Europe ou je voyage dans le monde, je prends l'avion, je vais au bout du monde. Il y a une volonté aujourd'hui de se déplacer tout autant, voire plus, chaque fois plus, mais encore plus en proximité en fait. Okay. Et tout ça, c'est au bénéfice du train. Et du coup, en fait, toutes les tendances qu'on est en train de décrire ensemble sont des tendances qui augmentent la demande structurellement. Et l'offre, elle bouge pas. C'est-à-dire que côté SNCF, il y a des tas d'investissements qui sont faits, mais ils maintiennent le nombre de trains disponibles. C'est à peu près ça qu'ils arrivent à faire. Et donc, du coup, pourquoi Velvet ? C'est pour dire, nous, on vient d'abord rajouter des places, en fait. Et c'est ça notre premier pari. C'est dire, en fait, le ferroviaire, on manque de places, on manque de financement, comme partout. Et nous, on arrive, on demande de l'argent à personne. A contrario, on vient injecter de l'argent puisqu'on fabrique les trains en France. On fabrique un atelier à Marcheprime, pas loin de Bordeaux. Et puis, on va, c'était votre première question, on va aussi payer chaque fois qu'on fait rouler un train les fameux péages. Et ça va faire 200 millions d'euros par an, ce qui n'est pas rien. Pour SNCF Réseau, donc une partie pour de le la réseau, SNCF. absolument. Ouais. Et les gares.
Ok. Il y a aussi sur le prix la question du yield management dont on entend beaucoup parler. Et chez les jeunes notamment, c'est un peu rageant. Quand on prend le train un peu à la dernière minute, il coûte très cher, parfois pas cher d'ailleurs. On ne sait pas vraiment pourquoi. Est-ce que vous allez aussi pratiquer ce genre de méthode? Alors, le yield management, en fait, ça permet d'adapter des prix à différents types de populations, en fait. Si vous n'êtes pas en yield management, vous avez un prix unique. Et donc, en fait, vous ne trouvez pas les prix les moins chers. Ok. Et vous faites payer le même prix à des gens qui ont un fort pouvoir d'achat et qui pourraient payer plus qu'à ceux qui n'ont pas les moyens. Et donc, vous excluez, en fait, du train à grande vitesse, des gens qui, aujourd'hui, parce qu'ils cherchent, parce qu'ils réservent avant, ou des familles, etc., bah, du coup, ils trouvent moins cher. C'est un mal nécessaire en fait? Je dirais pas que c'est un mal, parce qu'encore une fois, ça permet d'aller faire voyager des gens. C'est ce que j'appelle le système Robin des Bois. Ouais. Vous voyez, vous connaissez Robin des Oui, Bois. j'imagine, les plus riches. Il prend aux plus riches et donne aux plus pauvres. Ouais. Mais c'est quand même ça en vrai. Ok. Parce que quand vous faites payer 198 €, hein, le business première, pas forcément se comprend, mais Bien en tout sûr. cas, je l'ai regardé, parce Ouais. que je l'ai encore vu ce matin. Du coup, ça vous permet d'avoir un 25 ou un 30 € à côté, en fait. Ok. Et sinon, si vous mettez tout le monde à 70, du coup, tous ceux qui ne peuvent pas payer les 70, ils ne trouvent pas de place, en fait. Donc non, c'est plutôt une manière d'atteindre tout le monde. Et pour mettre 500 personnes dans un train, à chaque fois, chaque heure qu'il roule, il faut aller chercher tout le monde, en fait. Ok. Le train en France, c'est la SNCF. Évidemment pas que, vous allez me dire. Mais historiquement, oui. Quand est-ce que vous vous êtes dit qu'il pouvait y avoir de la place pour d'autres acteurs? Quand est-ce que vous est venue cette idée, en fait? Alors, je n'ai pas de date, hein, honnêtement. Même étant côté SNCF, l'ouverture à la concurrence, c'est un truc qui s'est fait dans toute l'Europe. En Italie, le premier concurrent du train à grande vitesse italien est arrivé il y a plus de 10 ans. Okay. Donc ça remonte, en fait. Hein. En Espagne, c'était il y a 5 ans. Donc en fait, la France, c'est plutôt l'une des dernières à faire ça. Donc tout le monde l'a en tête. L'ouverture à la concurrence en domestique, ça fait plus de 5 ans qu'elle existe en France. Il ne s'est pas encore passé grand-chose. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est pas tant ça, parce que ça, on le sait tous depuis longtemps, c'est on va quand même pas laisser que des opérateurs étrangers s'en occuper, en fait. Ouais, comme Trenitalia, par exemple. Comme Trenitalia et comme Renfe. C'est ça la réalité d'aujourd'hui, en fait. Hein. Et le seul endroit où il y a eu un opérateur privé qui s'est créé et qui a fait un super boulot, en plus, et qui a développé l'offre, et d'ailleurs au détriment de personne, ça s'est bien passé pour tout le monde, à commencer par Trenitalia qui était en Italie, c'est Italo. C'est donc le seul, aujourd'hui, opérateur de grande vitesse en Europe qui est privé. Qui est basé où? Qui est en Italie? Qui est en Italie, absolument. Ouais, donc c'est vraiment le même modèle que Velvet, mais côté italien? Côté italien, ouais, beaucoup d'avance côté italien. Ok. Parce que je vois Trenitalia, c'est débarqué en 2021. Est-ce que c'est un de vos concurrents aujourd'hui? Alors, en France? A débarqué en 2021 en France sur le Paris-Lyon. Oui, nous, on ne va pas sur le Paris-Lyon. Bien sûr. Donc, on ne va pas l'avoir en face de nous. Mais globalement, c'est en tout cas, si je me positionne du côté de la SNCF doit regarder Velvet ou Trenitalia de la même manière. Oui. C'est ça. Donc, c'est un concurrent. Oui, absolument. Oui, okay. En tout cas, c'est le même métier. Parce que là, cet été, l'été de 2025, ils ont ouvert la ligne Paris-Marseille, Trenitalia. Est-ce que vous n'avez pas aussi cette crainte qu'ils se lancent un peu côté Atlantique? Alors, et puis il y aurait un timing aussi. D'abord, si je crois en ce que je dis, ce qui en général est le cas. Ouais, c'est mieux en tout cas. Ouais. On ne se connaît pas encore, mais je vous assure. En fait, le train aujourd'hui est vraiment en boom de croissance. Et on peut avoir tendance à penser que le marché, c'est les gens qui prennent le train aujourd'hui. Et moi, ma thèse, c'est que ceci n'est pas vrai. Okay. Que le marché est bien plus large que ça. Il est même quasiment infini, parce qu'en fait, le ratio entre ceux qui prennent le train et ceux qui prennent la voiture, je ne sais pas si vous savez. Non. On appelle les parts de marché, les parts modales. Le train, c'est autour de 10%. Et donc la voiture, 90%. Donc là, aujourd'hui, sur tous les déplacements en France, notamment, longue distance, parle de France ou d'Europe? Je parle de France, longue distance. D'accord. 90%, entre 10 et 15% en fonction des routes, sur un Paris-Bordeaux, un Paris-Rennes, un Paris-Nantes, un Paris-Lyon, un Paris-Strasbourg, ça tourne autour de ça. Et l'avion? Et l'avion, c'est microscopique. Okay. C'est tout petit, c'est pas des gros volumes en fait. Hein. C'est vraiment tout petit, c'est quelques pourcents. Sur Marseille, sur Lyon, il n'y en a plus. Sur Bordeaux, ça fait plus que de l'acheminement pour Roissy. Donc en fait, le marché, si vous le prenez comme ça, il est quasiment infini.
Si on arrive à convaincre tas de gens qui prennent aujourd'hui leur voiture de basculer sur le train, il y en a pour tout le monde. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de réussir à montrer que quand on met une autre offre, qu'elle est pensée différemment. Et c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à vos questions qui veulent me mettre dans les cases. Elle va chercher des gens qui aujourd'hui prennent pas forcément comme ça, et vous l'avez dit, hein, les jeunes par exemple, la dernière minute, c'est un vrai sujet, les familles, les gens qui connaissent pas bien le système aujourd'hui, qui arrivent pas à comprendre comment ça marche, les cartes ci et ça, tout ça est quand même très compliqué. Et le prix aussi quand même, enfin je veux dire, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire, je vais prendre un Blablacar, alors ça vous êtes... c'est imbattable évidemment le prix d'un Blablacar pour le train, si ce n'est un Ouigo à 20 € pour faire de la longue distance, mais il y a quand même cette notion là qui est hyper importante. Si on veut sortir les gens de la voiture, il va falloir quand même faire baisser le prix absolument du train. Mais le prix va baisser de fait. Aujourd'hui, pourquoi le prix est très élevé? Parce qu'en fait, même très tôt, les trains se remplissent, et l'effet de yield que vous dénoncez, je pense que c'est celui-ci, c'est pas le yield sur le fond de sa mécanique, mais c'est sur quand on vous amène des équilibres offre-demande, du coup les prix montent, et surtout ils montent très tôt, c'est-à-dire qu'y compris ceux qui s'organisent pour réserver un peu avant, ils ne trouvent plus des prix accessibles. En fait, c'est ça le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'y en a plus. Ouais, bien sûr. Et donc nous, on va en remettre. Et quand on dit qu'on va mettre 10 millions de places par an, ça fait quand même un peu de siège, hein, un peu de capacité sur chacune des routes. Alors, c'est la somme, hein, Angers, Rennes et Bordeaux, mais enfin, 10 millions par an, c'est quand même beaucoup de place. Donc automatiquement, les gens vont trouver. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un aller-retour par jour de train Velvet, ou ça commence à... il y aura plus que ça. Ça va être combien à peu près? Alors, ça, on ne le dit pas encore non plus. Et d'ailleurs, ce n'est pas encore finalisé. Parce qu'on est en train de travailler avec SNCF Réseau pour organiser, parce qu'il faut qu'ils nous disent les sillons qu'on peut prendre, combien de temps en gare, etc. etc. Mais un train, il sort le matin de l'atelier et puis il roule toute la journée, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, ça peut être le même, ou ça peut être 2, 3 trains. Après, ça va être sur la même ligne. Exactement. Et oui, parce qu'après, je me dis, il n'y a quand même qu'une seule ligne. C'est pas comme une autoroute où il peut y avoir... il y a 2 voies ou 3 voies même. Là, il n'y en a qu'une seule. Ouais. Donc, à un moment donné, il y a une fin quand même, cette histoire. On ne peut pas faire tourner des trains. Il va y avoir un maximum. Alors, il y a un maximum. Alors, sur la ligne à grande vitesse, il y a de la place. Hein, parce qu'en fait, un train peut suivre un autre train à quelques minutes d'écart. Ok. Après, c'est une question de technologie, de sécurité, etc. Tout ça est assez bien complexe. C'est complexe. Mais SNCF Réseau fait ça très, très bien. Donc après, sur la ligne à grande vitesse, honnêtement, il n'y a vraiment pas de difficulté. Il y a de la place. En plus, c'est des infrastructures toutes neuves. Donc, ça veut dire qu'ils sont sur les hauts standards. Et donc, il y a du débit. Ok. Après, vous pouvez demander dans les gares. Mais est-ce qu'on pourra arriver à quelque chose de l'ordre du métro, quoi? C'est-à-dire de dire, je sais pas, peut-être en 2035, j'ai un train toutes les demi-heures, donc je sais que là, je vais prendre celui de 18h25 et pas celui de 18h5, c'est rigolo comme par exemple. C'est rigolo comme question. Alors, pour moi, ça dépend de 2 choses. Il faut que les trains, qu'il y ait des gens dans les trains. Donc, c'est vraiment aussi une question de réponse du marché. Au fur et à mesure, on augmente l'offre. Ouais, c'est un peu la poule et l'œuf toujours. Hein. Plus il y aura de trains, plus il y aura de passagers. Et en même temps, plus il y aura de passagers, plus il y aura de trains aussi. Oui, vous avez raison. Mais ça prend quand même du temps. Ah, bien sûr. Donc, c'est plus une question. Si vous me demandez à 2050, certainement, bien sûr, est-ce qu'il y aura le double d'offre? Peut-être. Okay. À 2030, c'est plus compliqué de m'engager, ou même 35. Dans 4 ans. Donc, ça vient très vite, en fait. Et en fait, on est encore une fois, on est sur des durées longues, en fait. Et les comportements, ils mettent du temps à bouger, ça, vous le savez. Donc oui, et puis il faut que les gens sachent. Il faut qu'ils sachent que Velvet existe, parce qu'aujourd'hui, notoriété égale à 0. Ah, pas grand-chose, ouais. Parce qu'on n'est pas en 2028, qui va être l'année où vous allez lancer vraiment les trains. Oui, mais même, vous l'avez dit vous-même, le train, c'est SNCF, donc le temps d'arriver... En fait, chez les Français, c'est vrai, c'est ce qu'on se disait en préparant l'émission. La SNCF, c'est un membre de la famille. Oui. Tout le monde a l'application SNCF Connaissance. On ne parle que de ça, il n'y a que ça, en fait. Oui, absolument. Et donc, aller faire bouger, ne serait-ce que ça, la présence à l'esprit pour se dire, tiens,
je trouve pas de place, je vais aller voir Velvet pour réserver, ça va prendre un peu de temps en fait. Mais vous allez nous y aider, donc ça c'est vraiment super. Merci beaucoup Antoine. Ouais, avec plaisir. Est-ce que c'est un axe rentable, Paris-Bordeaux, Paris-Rennes, Paris-Nantes? On dit qu'il y a des axes plus ou moins rentables. D'ailleurs, je crois que c'est Paris-Marseille l'axe le plus rentable. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne question. Ça dépend à quel prix vous le vendez en fait. Ouais. Donc, en fait, il n'y a pas de rentabilité dans l'absolu. C'est surtout, en fait, la rentabilité, ce serait est-ce que c'est un axe qui est très utilisé ou pas utilisé? En fait, tout dépend encore une fois à combien vous vendez chaque siège, combien vous remplissez vos trains, c'est le taux de remplissage au global, et puis les coûts de péage. Ce qui change, c'est les coûts les fameux péages dont on parlait au début. Les péages entre Paris et Bordeaux par rapport au reste de la France sont plus chers. Ok. Donc ça, oui, c'est vrai. Au kilomètre, c'est plus cher. Donc je le disais, vous avez dirigé l'entité Voyage SNCF. Quelle décision prise chez SNCF Voyageurs, est-ce qu'il y a une décision dont vous servez aujourd'hui pour ne pas reproduire les mêmes erreurs chez Velvet? C'est deux mondes radicalement différents. Mais vraiment. Parce qu'en fait, on a l'impression que vous étiez dans le gigantisme et là, vous passez de quelque chose d'extrêmement sharp, quoi. Oui, avec très peu de salariés très chez petit, Velvet. en fait. Ouais. Il y a un an, on était 2. Ok, et aujourd'hui? Aujourd'hui, en salariés, on est une dizaine. Une dizaine de salariés chez Velvet, ok. Qui veut concurrencer la SNCF. La SNCF, vous savez combien c'est de salariés? Alors TGV, puisque c'est plutôt ça, c'est 25 000. Ouais, c'est ça. Donc, je mets pas les centaines de milliers de SNCF. C'est 150 000 si on prend toutes les entités, mais ouais. Oui. C'est possible de faire, de concurrencer la SNCF avec... Alors, je sais pas si à terme, vous aurez quoi, une centaine de personnes? Non, plus que ça. Plus que ça? Oui, c'est comme une opération. Entre Nantes... Rennes et Bordeaux et Paris, on aura, nous, en direct, 300 personnes. Et puis en indirect, on va faire travailler pas mal de gens. Ne serait-ce qu'à marche prime, sur par exemple sur la maintenance, c'est Alstom qui va le faire. Okay. C'est un contrat qu'on a signé avec eux, mais c'est quand même du personnel qui va travailler avec nous de manière indirecte. Donc il y a encore quelques centaines de gens. Donc oui, c'est quand même une opération. 12 trains, c'est petit, mais... Pour ceux qui connaissent, Thalys, qui est devenu Eurostar là, sur Bruxelles, a démarré, il avait entre 10 et 15 rames. Donc c'est à peu près la taille d'un opérateur comme ça, à ses tout débuts il y a quelques années. Alors 12 trains, 850 millions d'euros. Vous avez levé au départ 1 milliard d'euros auprès d'un partenaire dont j'ai complètement oublié le nom. Antin. Ouais, Antin. C'est assez... Je veux dire, le risque pris par ce partenaire est incroyable, de zéro. Dire tiens, on va mettre 1 milliard d'euros sur la table pour concurrencer la SNCF. Alors l'objet... Il fallait le convaincre quand même. Il fallait le convaincre, oui, ça je dois reconnaître. C'est le ticket d'entrée d'ailleurs c'est le ticket d'entrée en fait, ouais. C'est le ticket d'entrée. N'importe qui doit mettre cette somme-là à peu près. Oui, oui, parce qu'en fait, il vous faut quand même un minimum d'opérations, une taille minimum, pour payer la petite structure, même si elle est petite, les structures, l'informatique. En fait, on crée tout depuis le départ. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, c'est un peu le ticket minimum. Mais le gros, alors, il y a l'investisseur, donc Quentin. Donc, oui, c'est un acte de foi important. Bon, enfin, c'est des financiers, donc ils regardent les chiffres. Vous avez des banques aussi, une douzaine de banques qui participent aussi au financement, en particulier des trains, donc françaises et puis européennes. Donc c'est à peu près moitié-moitié dans les grandes masses. Et là-dedans, vous avez l'achat des trains. Vous avez l'engagement avec Alstom sur la maintenance, l'engagement avec Lysia donc sur le dépôt. Et puis vous avez les petits salariés de Velvet, avec ce qu'on construit aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de chiffre d'affaires. Toute la période de ramp-up, comme on dit, où on va faire rouler des trains, au départ, il y aura pas beaucoup de monde, puisqu'on va démarrer avec pas grand-chose. Et le train, il est entier. Je ne peux pas dire je fais rouler une voiture et puis du coup, je mets moins de monde et je paye moins cher le péage. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que tout de suite, tous les coûts seront au maximum. Et le remplissage et les clients vont arriver très, très vite. On vous le souhaite, mais quand même, ça prend un peu de temps. Donc, le milliard couvre tout ça, en fait. Donc nous, il nous permet sereinement de construire ce qu'on a à construire, parce qu'on a beaucoup de travail. Et on travaille avec eux, mais main dans la main, en fait. C'est-à-dire qu'on a un investisseur qui a parié sur le fait que aujourd'hui, il manque de place
de train, en fait. Et qu'on est vraiment sur du long terme. Et que dans tous les cas, la courbe de croissance du marché, elle va continuer de croître. C'est Oui, il y a une structurel sous-capacité aujourd'hui. et il y a une c'est très clair. sous-capacité assez chronique, en fait, Ouais. assez structurelle. Et quand vous rajoutez de l'offre, il y a un effet mécanique parce que vous allez chercher des gens différents. Parce que, moi, j'ai tout intérêt à aller chercher des clients qui n'utilisent pas SNCF plutôt que d'aller chercher les gens qui sont chez SNCF, qui sont d'ailleurs très contents parce que SNCF fait un bon boulot, il n'y a pas de problème. Et aller me battre contre SNCF avec mes tout petits moyens, et vous l'avez souligné, par rapport à un monstre gigantesque, en fait. 12 TGV, 380 TGV. Et oui, ça n'a rien à voir. On est un petit nain. Voilà. Donc, effectivement, la manière dont on regarde le marché, dont on pense l'offre, dont on va chercher ses clients, n'a rien à voir entre quand on est dans une grande entreprise comme SNCF, où tout est gigantesque, versus un petit Velvet, où on pense chaque détail. Moi, je me suis jamais promenée avec mon mètre, mon centimètre dans les. Pour Velvet, j'ai fait le tour de l'Europe dans tous les trains, avec 1 centimètre pour mesurer toutes les tablettes, les accoudoirs, la largeur, la longueur, tout. C'est une matrice Excel. Pourquoi ? Avec tout. Pour être bien certain que. Pour pouvoir faire les bons choix. Ok. Pour me dire, moi, dans mon train, en fait, chaque détail aura été pensé. Ok. Mais au plus petit détail, en fait. Je n'irai pas plus loin parce que je veux que les gens le découvrent quand ils iront dans nos trains. Mais vraiment, la lumière, la manière dont on met les choses, tout ce qui se passe à bord, tous ces petits détails, ça fait la différence, en fait. Ok. Bon, ce qui m'amène vers plein d'autres questions, mais vous imaginez quand la rentabilité est-ce que justement le fonds, ou en tout cas vos actionnaires, vous demandent à telle date une rentabilité ? Alors ouais, j'ai un business plan assez précis à suivre. Je vous confirme que c'est pas open bar. J'imagine bien. Donc on est extrêmement rigoureux et sérieux sur ce qu'on fait. On suit tout au millimètre et on avance. Petits pas, les uns après les autres. C'est quoi, c'est 2030 la rentabilité ? Alors, ça dépend ce que vous appelez la rentabilité. D'abord, je ne veux trahirai dire, pas de secret des vous faites affaires. des bénéfices. Oui, mais il faut payer les trains qu'on a achetés. Donc en fait, c'est bien plus loin. Ok. Eh oui. Non, parce que je disais Parce que la que les SNCF 400 était millions rentable depuis 5 ans. Enfin, faisait des bénéfices. Ah non, là on a fait bien. Ah, la SNCF en grand avec réseau. Exactement. Ah, ça, c'est encore une autre histoire. Mais... Des bénéfices nets qui sont très élevés d'ailleurs. Oui, qui sont... Et je crois que l'année 2025 est un très bon cru aussi. Tant mieux pour le système ferroviaire. Bien sûr. Nous, on va y amener, encore une fois, à notre niveau. On va y injecter aussi de l'argent. Bien sûr. La première chose qu'on fait, c'est commencer par payer les péages. Ouais. Donc, même avant même de circuler. Donc, c'est ça, 200 millions d'euros par an de péage. C'est pas rien. Le sur 30 ans, qui des... est la date qui est une durée des trains, ça fait 6 milliards quand même. Et ça, c'est injecté dans l'infrastructure, en fait. Donc, c'est pas négligeable, même pour SNCF. Absolument. Ouais, donc on est vraiment sur un temps très long. C'est un investissement c'est un investissement de très long terme. On n'est pas du tout... C'est un fonds d'infrastructure. Ouais. Donc, eux, ils se projettent sur, sur plusieurs dizaines d'années, en fait. Alors, eux, après, ils sont plus agiles dans leur gestion de portefeuille. Mais ça n'a rien à voir avec des fonds qui prennent des startups digitales et qui les revendent au bout de 3 ans. C'est juste impossible. D'ailleurs, au bout de 3 ans, il n'y aura rien. Ouais, c'est ça. Il faut déjà 4 ans au moins pour commencer à voir rouler le premier train. Et puis après, les trains arrivent progressivement. Donc, c'est pas tout en 2028, ça arrive, etc., etc. Donc oui, c'est un travail de longue haleine. Et vous avez choisi une boîte française, c'est Alstom. Il y avait d'autres choix possibles. La question. Ouais. Alors, quelle est la question ? C'était important pour vous d'aller sur cette marque-là, cet industriel-là français. D'abord, honnêtement... Qu'utilise aussi la SNCF. Oui, j'utilise la SNCF. Donc oui, moi je trouve que... Je vais faire un petit cocorico, là, si c'est possible. Bien sûr. Je trouve que c'est bien. On est quand même quasiment les inventeurs du TGV. Et donc c'est bien de montrer et de continuer à soutenir le constructeur national. Donc ça, voilà. Petit cocorico. Deuxièmement, si on le regarde rationnellement, puisque, vous l'avez souligné, on a des investisseurs qui comptent.
Pourquoi il y a trois raisons. La première, c'est qu'ils ont fait une très bonne offre. La deuxième, c'est que le train est dit va être homologué. Et là, on rentre dans les beautés du ferroviaire. Ok. C'est-à-dire que pour rouler, il faut faire valider, certifier, homologuer votre train par des administrations qui surveillent tout, qui calculent des tas de choses, le poids, évidemment. Voilà. Après, il y a un sujet. Donc, ils surveillent. Si vous êtes... les mots bien en anglais, désolé. Donc, en fait, vous avez une autorité qui vous délivre en fait un certificat. Voilà. Ouais. Évidemment, vous devez remplir la réglementation. Il y a des sujets de sécurité. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est quand même rassurant qu'il y ait des gens qui valident tout ça et qui surveillent ce qu'il fait. Donc, ça, c'est un certificat de sécurité, c'est quand même le minimum. Et donc, Alstom, les trains d'Alstom vont être homologués puisque, par définition, ils œuvrent sur le territoire national. Donc, pour nous... Oui, parce que c'est les derniers trains, en plus. C'est les trains tout neufs, en fait. C'est les trains tout neufs. Ouais, c'est les trains tout neufs. Donc, d'ailleurs, l'homologation est longue. Mais... En tant qu'opérateur privé, on n'aurait jamais pu prendre le risque de ne pas savoir combien de temps ça va prendre, par exemple. Voilà, parce que justement, on a un business plan qui est long, certes. Ouais. Enfin, on ne peut pas passer 10 ans non plus. Quand vous avez déjà des rames existantes, comme l'opérateur national de n'importe quel pays, si elles arrivent un peu plus tard, vous débrouillez pour faire durer un peu plus les rames que vous avez déjà, ce qui est exactement ce que fait SNCF, etc. C'est embêtant, mais... c'est pas un problème de vie ou de mort. Bien sûr. Nous, si nos rames arrivent, ça met 3 ans à être homologué, qui n'était pas prévu. Là, oui, c'est un problème de vie ou de mort, quasiment. Mais là, je crois qu'en revanche, il y a de l'avance. Il me semble que vos rames sont quasi prêtes, d'après ce que j'ai lu, là, ou non, pas du tout. Alors, quasi prêtes, non. Disons qu'elles avancent selon le calendrier prévu. Okay. Absolument. Il y a un petit peu d'avance, mais c'est quelques jours, donc on va quand même pas le prendre. Non, par contre, ça va vite. En fait, la chaîne industrielle d'Alstom, elle est... et en fait, ils avancent conformément à ce qu'ils avaient promis. À ce stade, tout va bien. Ok, mais en tout cas, ce que je comprends, effectivement, c'est plus simple de passer par l'opérateur, enfin, un industriel qui connaît très bien le pays, la réglementation. Mais c'est même plus que ça, c'est des rames qui sont déjà certifiées. Alors, on va devoir, nous, refaire notre certification parce qu'on a des spécificités, parce que la SNCF en a. Vous avez un autre opérateur qui a des trains qui roulent en France, c'est Trenitalia. Et ces trains Hitachi roulent en France, donc ça aurait pu être Hitachi. Et donc la dernière raison, c'est le capacitaire, comme on dit. C'est-à-dire le fait que ce soit des rames à double niveau dans lequel on peut mettre beaucoup de gens. Et on revient ce que ne font pas les concurrents. Okay. Et on revient au sujet du coût du péage. Hitachi et... Hitachi, Siemens en Allemagne. Ok. Et c'est tout? Au Japon, peut-être? Alors après, il y a des Chinois. Ok. Qui arrivent. Possiblement, mais qu'on n'a pas considéré. Voilà, en Europe, non, c'est Hitachi, Siemens. Et puis CAF aussi, qui fait aussi des trains à grande vitesse, Talgo espagnol. Ok. Sur la partie engouement pour le train, j'ai lu que la Pologne a annoncé vouloir passer au train à grande vitesse aussi avec l'achat d'au moins 20 TGV. Est-ce que ça fait partie de cette tendance à ce que l'Europe, entre guillemets, parce que j'imagine aussi dans d'autres parties du monde, mais il y a un engouement autour du train, de l'infrastructure train. Ouais. Alors ça, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il se passe des choses aujourd'hui qui ne se passaient pas il y a 5 ou 10 ans. C'est que le train à grande vitesse ou à moins grande vitesse, parce que là, on n'est pas sur du très grande vitesse comme sur les lignes à grande vitesse françaises, trouve une clientèle même pour des trajets qui font 6 heures, 7 heures. Je prends le Paris-Milan. Vous avez Paris-Milan, c'est 7 ou 8 heures, et puis vous avez l'avion, donc le low cost à 1 heure, 1 heure et demie, qui souvent va être moins cher que le train. Ouais. Et les gens prennent le train quand même. Okay. Et ça fait partie des choses, il y a 10 ans, qui étaient quand même moins évidentes, en fait. Et là, on sent bien qu'il y a une volonté, une envie à la fois un peu d'abord de désaccélérer et de prendre le temps de voyager. En plus, le paysage est formidable en train. Et puis de vraiment privilégier ce mode de transport. Et en particulier, c'est très générationnel. Moi, c'est un truc dans lequel je crois depuis toujours. En 2010, j'avais fait un truc qui s'appelait l'éco-comparateur, qui comparait le CO2 que vous consommez quand vous prenez entre l'avion, la voiture et le train. Mais évidemment au bénéfice du train.
enfin, du TGV en l'occurrence. Bon, ça m'avait valu beaucoup de... Alors Air France, à l'époque, avait beaucoup réagi à cet éco-comparateur, mais les voyageurs s'en fichaient, vraiment. C'est-à-dire qu'encéphalogramme plat, il ne s'est rien passé. Aujourd'hui, ça fait partie des critères de choix. C'est encore assez loin derrière le prix, hein, évidemment. Okay. Ouais. Mais toutes choses égales par ailleurs, ça devient un critère, en fait. Hein. Et pour certaines populations plus jeunes, ça devient un vrai critère. Donc tout ça, c'est des choses qui évoluent et qui en fait évoluent assez vite. Donc encore une fois, si on donne plus de possibilités, ça va accélérer aussi tous ces principes-là. Donc c'est intéressant de voir comment le train évolue en Europe aussi. Et pour l'Europe, pour finir sur ce sujet, ce qui est compliqué, c'est que les réglementations ne sont pas les mêmes. Les trains ne peuvent pas circuler, traverser la frontière sans avoir été préparés, avoir des systèmes de sécurité qu'il faut. C'est l'enfer. Et ça facilite vraiment pas les choses. Donc, si je peux demander à Bruxelles de s'en occuper un peu, ça m'arrangerait, ça. Ouais, bien sûr. Plutôt que des normes nationales qui se surmultiplient. On parlait des choses indispensables pour le voyage en train, donc le prix, évidemment, le bilan carbone. Il y a aussi le Wi-Fi. Est-ce que chez Velvet, le Wi-Fi va fonctionner ? Alors, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir un train où genre une espèce de bulle à la Michael Jackson, où il n'y a pas d'onde ? Non, c'est une vraie enquête. Hein. Non, je pense pas. Ah non, dommage. Ça viendra, je suis sûre. Donc le Wi-Fi, c'est à ce stade important, même si je pense que la déconnexion, c'est aussi un truc qui peut être intéressant. Ça dépend de plein de choses à l'intérieur du train, donc ça, on s'en occupe. Pour aller, enfin, comment dire, diffuser dans toutes les voitures. Ouais. À la réception, évidemment, des ondes. Mais alors après, il y a l'émetteur. Ouais. Et l'émetteur, c'est la téléphonie à ce stade. Alors Rachel Picat, vous auriez pu finir votre carrière dans les conseils d'administration du CAC 40. Bon, après ce poste incroyable et très élevé à la SNCF, vous avez choisi de repartir dans l'aventure entrepreneuriale avec Velvet. Pourquoi ? Parce que j'aime ça, je crois. Ouais. D'abord, c'est un choix qui est que le vôtre, ou il y a eu des personnes dans votre entourage qui vous ont dit allez, lance-toi dans quelque chose d'autre, ou c'est très personnel ? C'est très personnel. C'est très personnel, mais mon entourage a trouvé ça naturel. Dans la lignée de votre personnalité, ça. Oui, en fait, c'est ça, exactement. Bravo, décryptez tout. En fait, j'ai toujours été dans des projets en création à des moments, et alors, plus ils étaient fous, et mieux c'était. Je ne sais pas si vous êtes remonté jusqu'à mes débuts. Non, pas trop. Toute jeune. Il y a quoi au début ? Alors, attends, vous êtes accroché ou pas ? Vous êtes assis, parce que le train à côté, c'est rien. J'ai commencé par l'ouverture d'une station de ski au Chili, dans les Andes. Ok. Ouais. À 3000 mètres d'altitude, on a créé une route, une station de ski entière, etc. Donc, c'était mon premier job. Quand ça ? Vous aviez quel âge à l'époque ? J'avais 20 ans. Okay. 21 ans, oui. Incroyable, donc vous étiez... Okay. Vous êtes parti au Chili pour ça ? Je sortais de l'école et j'ai trouvé ce job-là, oui. Donc, après, je suis revenue en France et j'étais... alors, évidemment, ce n'était pas moi qui l'ai fait. Hein, j'avais un petit rôle, mais à l'ouverture de Disney, gros Disney à l'époque. Voilà, donc les projets un peu fous, genre Mission Impossible, je connais bien. Il faut que ce soit intense, en fait. Oui, et puis c'est des jobs où il faut se dire que c'est possible. Et c'est pas parce que ça n'a jamais été fait que c'est pas possible, en fait. Et donc la seule question, c'est comment je fais pour que ça fonctionne, pour que ça réussisse, en fait. Et ça, c'est un vrai, c'est un autre mindset. Et la deuxième chose, c'est pas peur du vide, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, et alors là, en particulier chez Velvet, quand j'étais chez Disney, vous partez pas de rien. Vous avez déjà les parcs aux États-Unis. Bien sûr. On peut copier, refaire le même, voilà, etc. Exactement. Ouais. C'est quand même bien cadré. Quand vous êtes chez Velvet, vous dites, bon, alors, je vais à droite ou je vais à gauche ? Vous pouvez tout faire. Et on peut tout faire, en fait. Donc, on peut beaucoup se tromper aussi. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on travaille en équipe. Et on est tous dans cet état d'esprit, c'est-à-dire globalement, on sait où on veut aller. Après, le chemin, on l'invente tous les jours. Hein. Et alors, mais vraiment tous les jours. Hein. Est-ce que vous avez dû le travailler, ce rôle d'entrepreneur, ou est-ce que vous l'avez toujours eu ? J'ai toujours eu. Ok. Je l'ai toujours eu. Donc, l'idée, c'est quelque chose n'est pas possible, et moi, je veux faire en sorte que ce soit possible. Oui, c'est un peu ça.
Ok. Ça, c'est oui, l'entrepreneur qui aime les défis. Oui, tout à fait. Le digital, pour moi, ça a été, enfin, l'arrivée d'Internet, ça a été un truc magique. Ouais. C'est-à-dire qu'enfin, chaque jour, et alors là, personne ne l'avait jamais fait. À la base, on était tous au même niveau. Et chaque jour, vous inventiez un truc pour savoir comment l'utiliser, qu'est-ce que je peux faire demain. Et alors, en plus, le pire, c'est que chaque jour, ce que vous aviez fait la veille ne fonctionnait plus. Donc, on se remettait en question tous les jours à essayer d'inventer. C'est quelqu'un un peu aujourd'hui avec l'IA. Exactement. Ouais. Alors, moi, j'adore aussi. Hein. Bon, Chaque en jour, plus, j'ai une espèce de tech contrariée, donc j'adore ça. Et donc, je trouve que de rendre des choses possibles parce qu'on les regarde complètement différemment, parce qu'on prend un autre angle, parce qu'on se dit, mais si ça... Ce qu'il faut, c'est pas se perdre et faire pour les bonnes raisons. Et moi, ma boussole, c'est... on va dire le consommateur, pour le dire comme ça, en tout cas, c'est celui qui va l'utiliser. Et si s'il l'attrape, en fait, ça veut dire que c'est gagné. Et que, du coup, il faut y arriver. Ok. À quel moment vous avez su que vous étiez faite pour diriger? Est-ce que là, vous dirigez ce côté leader, ça a toujours été évident chez vous? Alors, moi, je fonctionne en projet et dans ce que je fais, en fait. Ça m'est complètement égal de savoir qui commande. Ok. Alors, Donc, je quand vous n'aime parlez pas projet- du tout l'organisation et on va dire la hiérarchie, Ok. etc. C'est un truc qui ne m'intéresse pas, en fait. Donc ça veut dire passion aussi, c'est-à-dire que vous fonctionnez à la passion oui, en fait. complètement. Ok. Et là, vous avez de la passion pour le train? Oui, bah oui. Mais moi, j'ai démarré dans le tourisme. Pourquoi? Parce que c'est important pour les gens. Aux vacances, c'est hyper important. Alors, le train, il y a un peu moins d'émotionnel, parce que c'est que 2 heures de trajet, c'est pas... Mais pour la société, c'est important. Donc, ça a plein de choses. Donc, en plus, ça s'est éteint. C'est pas grave, c'est vous l'important. Et donc, quand ça emporte plein d'émotionnel ou une importance sociale, pour moi, là, ça devient intéressant, en fait. Ok. Et puis dernière question en fait. Si vous deviez si vous deviez donner un message aux jeunes en fait, alors j'allais dire aux jeunes femmes, mais ça me saoule en fait, j'ai pas envie de parler de femmes, mais peut-être aux jeunes. Déjà, est-ce que on vous renvoie souvent vers le fait que vous êtes une femme dirigeante, une femme entrepreneur? Est-ce qu'on vous renvoie souvent vers ça? Oui, Et mais qu'est-ce que vous en pensez? qu'est-ce que j'en pense? Oh là, mais là, c'est la dernière question. Ouais. Ça va être long. Des tas de choses. Bon, ça m'énervait au début, j'avoue. Mais ça m'a énervé aussi de vous poser la question. Non, parce C'est pour que ça vrai, que je me dis- rebondis. Ouais. Mais in fine, quand même, ça peut aider. Et je me dis que si je peux aider, le minimum quand même, c'est de le faire, en fait. Hein. Ouais. Et pour aller dans votre sens, on parle de rôle modèle, etc. Et moi, je ne fais pas ça pour être un rôle modèle. Et là, tout de suite, j'ai envie de me cacher. Ouais. Mais par contre, quand je vois des jeunes filles qui sont un peu... qui osent pas, là, je me dis, bah ouais, là, il faut que tu bosses un peu. Faut les aider un peu. Bon, mais j'ai 2 filles aussi, donc Ouais. je regarde aussi ce qu'elles font. Voilà. Et quand je sens que le syndrome de l'imposteur arrive, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Et c'est quelque chose de féminin, le syndrome de l'imposteur, vous pensez? Ah, alors, les hommes peuvent l'avoir aussi, mais c'est plus marqué côté féminin. Ouais. Ok. Ouais. Et vous l'avez ressenti dans votre carrière, ça? Non, parce que je suis pas comme ça. Mais par contre, je me pose des questions tout le temps. Et j'essaie de démontrer les choses avant de les dire, par exemple. Parce que d'autres personnes peuvent faire dans l'autre sens. Quand on a levé 1 milliard, là, vous êtes à la tête de ce genre d'entreprise, le sommeil, ça marche bien. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un côté très vertigineux comme ça qui tous les jours donne un peu de pression? Alors, oui. Vertigineux, c'est un mot que j'utilise aussi. C'est pas tant le 1 milliard, c'est la masse de choses à faire, en fait. Et c'est le fait de se dire, oui, faut pas que je me trompe, en fait. Hein, mais c'est tout autant pour l'argent investi, pour la confiance qui est mise en nous, puisqu'on est une équipe, pour les gens aussi qui viennent travailler avec moi, pour tout l'environnement qui y croit, qui nous aide. On a plein d'amis qui nous aident beaucoup. Donc en fait, c'est pour tout ça en fait. Hein. Et plus la mayonnaise monte, plus on se dit, oups, il va vraiment falloir y arriver. Donc le sommeil, 4 heures du matin, ça réveille un peu. Ouais, j'imagine. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance à vous pour la suite. Merci beaucoup, Rachel Picard. Merci beaucoup.